Saviez-vous que Marilyn Monroe avait un harceleur secret? Elle avait des secrets dans une boîte aux lettres auxquels elle ne s'attendait pas. Les acteurs de l'âge d'or n'apportaient pas seulement la célébrité, mais aussi des détracteurs et des harceleurs. Aujourd'hui, nous allons parler des célèbres harceleurs qui ont semé la terreur parmi les stars de l'âge d'or d'Hollywood. L'admirateur secret de Marilyn Monroe. Année 1950. Début 1954, le chef de la sécurité de Fox, Howard Strickling, a noté un motif curieux. Des boîtes à chapeau identiques adressées à Marilyn Monroe, chacune estampillée, manipulée avec soin. À l'intérieur se trouvaient des polaroids de l'immeuble de Monroe sur Doheny Drive, horodatés toutes les heures sur un cycle de 24 heures, plus un sachet en velours contenant des boucles blondes prélevées chez des perruquiers locaux. L'expéditeur a signé simplement « Le collectionneur ». Les enquêteurs du studio ont comparé les codes postaux à un maquilleur récemment renvoyé qui avait montré des sautes d'humeur erratiques sur le plateau de la rivière sans retour. Lorsqu'il a été confronté, l'homme a sorti un rasoir droit et a menacé de s'effacer si la police portait plainte. Monroe, craignant des gros titres sur l'instabilité autour d'elle, a supplié les dirigeants de régler ça discrètement. Ils l'ont fait, et l'homme a disparu, ou semblait l'avoir fait. En mai 1962, 3 nouveaux colis sont arrivés chez Monroe à Brentwood. Des photographies fraîches, une seule boucle collée sur du carton, et la note « Le temps est écoulé ». Le bureau des menaces du LAPD a ouvert le dossier numéro M 9162, assignant 2 agents en civil pour suivre les mouvements de Monroe. Mais aucun suspect n'a émergé. La femme de ménage de l'actrice a témoigné plus tard que Monroe dormait avec les lumières allumées et drapait des serviettes sur les miroirs, convaincu que quelqu'un la regardait de l'extérieur. Le 5 août 1962, Monroe a été trouvée morte. Le rapport du coroner a cité une overdose de barbiturique. Pourtant, les détectives ont conservé un colis non livré, oblitéré ce matin-là. Son contenu reste scellé sous ordonnance d'archives. Le collectionneur n'a jamais été inculpé, jamais nommé publiquement et jamais réentendu. Pour le cercle proche de Monroe, la question persistante n'était pas qui il était, mais s'il était réellement parti. L'intrus dans le jardin d'Audrey Hepburn, année 1960. Audrey Hepburn a acheté une villa du XVIIe siècle sur la Via di San Valentino à Rome en 1961, espérant élever son fils loin des paparazzi. En quelques semaines, les jardiniers découvrirent des mosaïques de galets en forme de cœur sur la terrasse et des sonnets français gravés dans l'écorce des cyprès, tous signés Pierrot. Au début, Hepburn pensa à un admirateur trop enthousiaste, puis une caméra de sécurité, un dispositif à réflexe emprunté à Cinecittà, captura un mime maigre au visage blanc glissant dans le jardin au clair de lune à 3h07. Il ne regarda jamais vers l'objectif, comme s'il répétait seul sur une scène silencieuse. Des officiers de carabiniers ont sondé les propriétés voisines et ont trouvé l'appendice d'un voisin garni de bouts de bougies, de programmes de théâtre et de lettres d'amour adressées à Hepburn dans une écriture identique. Pas d'empreinte digitale, pas de photo de l'intrus lui-même. Le mur du périmètre de la villa a été augmenté de 2 mètres. Pourtant Pierrot est revenu, glissant des cartes de Saint-Valentin dessinées à la main sous la porte de la cuisine lors des voyages d'Hepburn pour l'UNICEF. Une carte comprenait une esquisse au fusain de sa chambre, exacte jusqu'au placement de la lampe sur la table de nuit. Preuve qu'il était entré à l'intérieur. Les effractions ont cessé brusquement à la fin de l'année 1964, après que le mari d'Hepburn, le docteur Andrea Doty, ait engagé 2 parachutistes en congé pour patrouiller le domaine. La police supposait que Pierrot était un acteur de théâtre nommé Lucio F., qui avait disparu de la scène avant-gardiste de Rome le même mois, mais aucun mandat n'a jamais été émis. Hepburn gardait un couteau stiletto sous son oreiller jusqu'à ce que la famille déménage en Suisse. Des décennies plus tard, lors d'une interview en 1991, elle a admis qu'elle évitait encore les fenêtres ouvertes après la tombée de la nuit, moins hantée par ce que Pierrot avait fait que par la façon dont il se glissait sans effort dans l'ombre. Observateur silencieux de Clark Gable, année 1930. Le directeur de la publicité de MGM, Howard Dietz, pensait avoir vu toutes les formes d'obsession des fans, mais l'incident de la boucle d'oreille en perles l'a même ébranlé. En septembre 1939, Clark Gable ouvrit une note monogrammée. « Tu m'épouseras avant la fin de l'année, ou Carole Lombard regrettera ses vœux. » 3 nuits plus tard, Lombard découvrit une seule boucle d'oreille en perles, identique à celle qu'elle avait portée à la première de Autant en emporte le vent, sur le rebord extérieur de leur chambre à Encino. Les détectives Pinkerton ont retracé le papier à lettres jusqu'à Eloise Carter et
une figurante renvoyée pour comportement perturbateur sur Idiot Delight. Sa chambre de pension dévoila des murs tapissés de photographies de Lombardes, reliés par un fil rouge, et un tiroir de commode rempli de perles en vrac. Carter a disparu avant d'être appréhendé, ne laissant qu'une entrée de journal. Le roi s'agenouillera. MGM a étouffé l'affaire pour éviter le scandale, postant des gardes à l'extérieur du ranch du couple. Les lettres ont cessé jusqu'en janvier 1942, 2 jours après le tragique crash d'avion de Lombard, lors d'une tournée d'obligations de guerre. Au mémorial d'Indianapolis, une personne en deuil vêtue de noir a posé une seule boucle d'oreille en perles sur le livre de condoléances et s'est éclipsée. Gable l'a empoché sans un mot et, selon le biographe Warren G. Harris, a gardé les 2 boucles d'oreilles dans une commode verrouillée jusqu'à sa mort. Que Carter ait refait surface ou qu'un imitateur ait mis en scène le geste reste non vérifié. Le département de police de Los Angeles a clos le dossier numéro CL27, citant « Suspect présumé décédé ». Pourtant, le folklore du studio insiste sur le fait qu'une femme correspondant à la description de Carter a été vue errant à l'extérieur du ranch de Gable à la fin des années 1950, murmurant des répliques de révolte à bord du Bounty. Pour Gable, la légende était un rappel que le rideau ne tombe jamais complètement sur certaines fixations. Terreur des boîtes aux lettres de Bette Davis, années 40. La commise de poste de Warner Brothers, Sally Gershon, a signalé le premier colis car l'enveloppe dégageait une odeur d'acétone. À l'intérieur se trouvait un flacon de parfum teinté violet avec l'étiquette « Pour vos yeux », mais le liquide a corrodé la pipette en verre pendant la nuit. Des semaines plus tard, la boîte de Bette Davis a révélé une critique du Los Angeles Times de Now. Voyager avec « Menteuse » griffonnée en rouge à lèvres cramoisi, suivi d'un pied de pigeon coupé enveloppé dans un ruban du département des costumes du film. Le chef de studio Jack Warner a assigné l'ex-détective de la police de Los Angeles, Johnny Roselli, pour garder la maison de Davis à Coldwater Canyon. La fouille de Roselli a révélé une clé en laiton sous le paillasson, une copie exacte d'une clé maîtresse de scène 5 utilisée par les décorateurs. Le charpentier de décor, Leland Hayes, récemment mis en congé pour évaluation psychiatrique, avait signé pour cet anneau. À l'arrivée de la sécurité dans son appartement de Burbank, Hayes avait déjà déménagé, laissant des murs couverts de photos de Davis percés par des aiguilles à coudre. Davis s'est installé pour un tournage à New York, espérant que la distance briserait le cycle, mais des colis la suivaient jusqu'au Warwick Hotel, sous une réservation faite sous un faux nom. L'un contenait une horloge avec des aiguilles soudées sur minuit 14, l'heure à laquelle le train de Davis avait quitté Los Angeles. Le nom de Hayes a refait surface lorsqu'un incendie dans un entrepôt de Warner a coûté la vie à un corps non identifié portant sa veste syndicale. Le médecin légiste n'a pas pu confirmer l'identité en raison des brûlures, et Davis a insisté pour qu'il n'y ait pas de déclaration publique. De retour à Hollywood, Davis portait un spray au poivre original dans son sac à main et installait des boîtes aux lettres en acier sur les plateaux suivants. Elle refusa de mentionner le harceleur publiquement, plaisantant plus tard dans Photoplay que le vrai drame se déroule hors caméra. Pourtant, le pied de pigeon conservé, scellé dans un sac de preuves du studio, est resté dans son patrimoine, preuve macabre que certains fans envoient plus que des fleurs. Terreur téléphonique de Joan Crawford, année 1950. Pacific Bell a enregistré le premier appel à 3 heures du matin au manoir de Brentwood de Joan Crawford le 12 janvier 1954. Ligne ouverte pendant 22 secondes. Silence, sauf une respiration faible. Lorsque Crawford raccrocha, son dernier mot, « Bonjour », fut rejoué avec une voix masculine déformée. Pendant plus de 60 nuits, le schéma s'accentua. L'appelant récita sa réservation pour le déjeuner chez Perrino's, nota les horaires de cours de piano de ses enfants, et cita une fois une dispute privée qu'elle avait eue avec sa femme de ménage. Crawford a installé un système de traçage des appels. L'origine a varié entre des cabines téléphoniques de Venice Beach à Pasadena, chacune utilisée une seule fois. Le chef de la sécurité Jack Benny a cartographié les appels et a découvert qu'ils formaient un anneau lâche autour du trajet quotidien de Crawford avec son chauffeur, toujours à une étape de distance. La division des menaces du LAPD a nommé le dossier Stalker X et a conseillé de reloger les enfants. Crawford s'est plutôt armé d'un revolver calibre 38, s'entraînant au tir dans son jardin de roses. Le dernier appel enregistré le 9 mai 1955 a duré 12 secondes. « Je sais où tu dors », suivi du cliquetis métallique du combiné. Aucun autre contact n'a émergé. Des années plus tard, un ingénieur du son améliorant des bobines d'archives a découvert un léger sifflement de train de marchandises sous la voie, suggérant que l'appelant avait téléphoné depuis les quais de Union Station. Les enquêteurs ont croisé les références d'État.
liste de maintenance, mais n'ont trouvé aucune correspondance concluante. Crawford n'a jamais retiré le pistolet de chevet de sa table de nuit, même après avoir emménagé dans la maison impériale de New York dans les années 1970. Dans les interviews, elle balayait l'incident comme des caprices théâtraux. Mais ses amis remarquaient qu'elle répondait toujours au téléphone sur haut-parleur par la suite, gardant ses distances avec un combiné qui avait autrefois fait écho à ses propres mots dans Menace. L'admirateur armé de Gary Cooper, à l'aube du 3 avril 1946, les ouvriers du ranch, dans la propriété de 600 acres de Gary Cooper à Santa Barbara, ont trouvé 5 douilles usagées de 22 disposées en étoile sur la marche de la sellerie, à côté d'une note indiquant « Votre admirateur silencieux observe ». Au cours du mois suivant, Cooper a reçu des photographies au format enveloppe de sa fille de 9 ans, Maria, prises avec un téléobjectif depuis la lisière des arbres. Les légendes prévenaient. Elle aura bientôt besoin d'un père. Le shérif Bill Brown a nommé 2 gardiens du ranch adjoints. Pourtant l'intrus est resté insaisissable. Cooper scellait son cheval à chaque lever de soleil, scrutant les bosquets de chênes jusqu'à ce que, le 12 mai, il découvre une petite tente de toile dissimulée dans le chaparral. À l'intérieur, il y avait des haricots en conserve, un Winchester modèle 67 et des dialogues copiés à la main de Sergeant York, annotés avec des phrases comme « Véritable héros ». Au crépuscule, le campeur est revenu. Eliza Thorne, une professeure d'art de lycée local, dont le journal révélait une fixation remontant à Mr. Deeds Goes to Town. Cooper, sans armes, parla calmement jusqu'à l'arrivée des adjoints. Thorne prétendit avoir tiré sur des serpents à sonnette, non sur la grange, et cherchait une communion créative. Les évaluateurs psychiatriques de l'hôpital d'État de Camarillo recommandèrent une observation de 6 mois. Thorne fut libéré plus tôt, après que Cooper refusa de témoigner, invoquant compassion et peur de la publicité. Les dossiers de l'hôpital indiquent qu'elle a déménagé en Oregon sous la garde de sa famille. Cooper, quant à lui, a installé des projecteurs et engagé un ranger à la retraite du Texas pour patrouiller le ranch. Le biographe Jeffrey Myers a écrit que la personnalité décontractée de Cooper masquait des veilles nocturnes devant la porte de la chambre de sa fille pendant des années par la suite. Un cow-boy, prêt face à une frontière invisible. Le poursuiveur en temps de guerre d'Ingrid Bergman, année 1940. Le courrier des fans inondait le bureau de poste de RKO pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le paquet d'Ingrid Bergman comprenait des enveloppes tachées de poussière du désert et de fumée de diesel. Un caporal se présentant comme Vincent Hayes affirmait que sa photo publicitaire l'avait protégé des éclats d'obus à El Alamein. Son ton changea après la sortie de Casablanca en 1942. Hayes jura de libérer Bergman de la corruption d'Hollywood et détailla ses fantasmes de l'escorter à travers l'Afrique du Nord dans une voiture de service capturée. L'attaché de presse du studio, Russell Birdwell, a alerté le contre-espionnage de l'armée lorsque Hayes a envoyé une carte détaillant les étapes de la tournée d'obligation de Bergman, annotée avec les heures d'arrivée. La police militaire a découvert que Hayes avait volé une Jeep Willys à Fort Benning et entrepris un périple non autorisé à travers le pays, arrivant à Chicago quelques heures après le train de Bergman. Il a été arrêté en juillet 1944, jugé en cour martiale et condamné à 18 mois à Leavenworth. Les dossiers de libération conditionnelle indiquent une libération en novembre 1946. Bergman a supposé que tout était fini jusqu'en 1965, lorsqu'elle est apparue dans l'émission Highlands Herna, à la télévision suédoise. Au milieu de l'entretien, elle a aperçu un homme en uniforme assis au 2e rang, la main posée sur une casquette de Jeep pliée. La sécurité du studio l'a escorté discrètement dehors. La police suédoise a confirmé que le visiteur avait utilisé les papiers de démobilisation de Hayes pour entrer dans le pays. Il ne portait pas d'armes, seulement un album de coupures de presse sur Bergman intitulé « Opération Réunion ». Les autorités l'ont expulsé dans les 48 heures. Bergman n'a jamais parlé publiquement de la rencontre. Pourtant, elle aurait insisté pour que les futurs régisseurs gardent les lumières du public tamisées, préférant l'anonymat des silhouettes au choc de reconnaître un visage qu'elle pensait appartenir au passé. Fan sans visage de James Dean, année 1950. Le 7 avril 1955, la réceptionniste de Warner Brothers, Betty Jensen, a signé pour une valise cabossée, adressée simplement JD à l'intérieur. Un sanctuaire miniature, une Porsche jouet, de la terre de prairie du Kansas et une bougie effilée moulée en profil de James Dean. Aucune adresse de retour, seulement une note tapée. Pour la route à venir. La sécurité l'a ignoré jusqu'à ce qu'un deuxième colis arrive. Un single 45 tours de Coolwater, fondu en forme de
Les initiales de Dean. Un troisième contenait une mèche de cheveux blonds coupée d'une perruque de la fureur de vivre, accompagnée de la phrase « Tu m'as oublié ». L'enquêteur du studio, Frank Hales, a suivi le courrier jusqu'à une zone rurale de l'Indiana, mais n'a trouvé que des boîtes postales louées. Dean plaisantait à propos des cadeaux avec ses amis, mais il a confié son malaise à l'entraîneur Lee Strasberg. Après l'accident mortel de Dean le 30 septembre 1955, les colis ont été redirigés vers la ferme de ses parents à Fairmount. Ils ont continué pendant 3 ans. Polaroid de l'intersection de l'accident au crépuscule, échantillon de sol étiqueté borne kilométrique 466, et plus troublant encore, une bobine de 8 mm mêlant des images de la route à des photographies d'enfance de Dean. L'écriture de l'expéditeur est devenue tremblante, puis a cessé fin 1958. Les agents du FBI ont interrogé les entrepreneurs de pompes funèbres locaux et les membres des clubs automobiles sans succès. En 1979, une bibliothécaire de Fairmount a signalé qu'un vagabond âgé laissait une fleur sur la tombe de Dean chaque 30 septembre avant de disparaître dans un bus Greyhound. Les gardiens de cimetière ont confirmé le rituel jusqu'aux années 1990, bien que personne n'ait jamais pris de photo nette. L'identité du fan sans visage reste spéculative. Certains disent un ami d'enfance, d'autres un coureur accablé de chagrin. Pourtant, ces reliques résident dans la James Dean Gallery, des artefacts étranges de dévotion qui ont survécu à leur sujet. Le voleur de diamants d'Elizabeth Taylor, année 1960. La broche en saphir d'Elizabeth Taylor, un cadeau de Richard Burton, disparut lors d'une séance photo pour Vogue en 1965 à l'hôtel de Crillon, à Paris. Les formulaires d'assurance séchaient encore lorsqu'un coursier livra la broche à sa suite, enveloppée dans un papier de soie, accompagné d'un distique. « Ce qui est à toi est à moi, et le restera toujours. » 2 mois plus tard, un collier Bulgari disparut de sa villa à Rome, pour réapparaître dans une boîte Tiffany sur son oreiller. Taylor surnomma le coupable Lapi. Lloyds de Londres a envoyé l'enquêteur Cecil Drummond, qui a enregistré 17 disparitions jusqu'en 1968. Chaque objet revenait dans les 90 jours, souvent avant que Taylor ne le signale comme manquant. Les schémas suggéraient un accès à l'interne, des chiffres de combinaison de coffre-fort inscrits au crayon sur les fiches d'appel de garde-robe, des itinéraires de tournage correspondaient au cambriolage de chambres d'hôtel. Drummond a réduit les suspects à 3 gardes du corps et à un habilleur, mais les détecteurs de mensonges se sont révélés non concluants. Lorsque Taylor divorça de Burton en 1968, les vols cessèrent. Ils reprirent brièvement lors du remariage du couple en 1975. Une bague Cartier disparut d'un coffre-fort à Genève, puis fut renvoyée par courrier, recommandée avec un mot. Réunis, réunis, réunis. Après la séparation finale en 1976, silence. Taylor a finalement cessé d'informer les assureurs, considérant les incidents comme un jeu privé qu'elle ne gagnerait jamais. Des décennies plus tard, lors d'un gala chez Christie's en 2002, elle plaisantait en disant que The Magpie avait un excellent goût et un sens du timing encore meilleur. Certains historiens soupçonnent un employé épris. D'autres murmurent que Burton lui-même orchestrait des théâtrales romantiques. Officiellement, Lloyds a classé le dossier comme non résolu et la broche a été vendue aux enchères en 2011 pour 5,9 millions de dollars, accompagnée du poème original de provocation, un bijou enchâssé dans un mystère. Le harceleur du machiniste de Kirk Douglas, année 1950. Pendant le tournage de 1955 de La vie passionnée de Vincent van Gogh, Kirk Douglas remarqua un machiniste nommé Owen Laird, traîné après la fin, offrant des critiques de scènes griffonnées en faux sang. Le contrat de Laird s'est terminé discrètement, mais Douglas a commencé à recevoir des bobines de 16 mm, de prises ratées de championne, doublées de respirations lourdes et de chuchotements. « Je peux faire ce que tu fais. » La sécurité du studio a signalé Laird après l'avoir repéré dans le public de la première de Reicher, carnet en main, chronométrant le dialogue de Douglas. Les choses se sont aggravées lorsque Douglas a trouvé Laird dans sa loge chez Paramount, vêtu d'une tunique de gladiateur d'Ulysse et récitant mot à mot des discours de Spartacus. Laird a été arrêté pour intrusion. Une perquisition dans son appartement a révélé un storyboard de la taille d'un mur, intitulé « Kirk et moi », planifiant des carrières côte à côte. Un juge a émis une ordonnance restrictive et recommandé une évaluation psychiatrique. Mais en raison de la surcharge des établissements, Laird a purgé 30 jours dans la prison du comté à la place. À sa libération, il a envoyé à Douglas une bobine finale, un montage édité des scènes de mort de Douglas, se terminant par un cadre indiquant « Coupé à moi ». Des images de sécurité ont ensuite capturé Laird, tentant d'escalader S,
Le mur extérieur de la scène 10. Des gardes l'ont appréhendé et Paramount a discrètement financé son transfert vers un établissement surveillé en Oregon. Douglas a fait pression sur le Screen Actors Guild pour des protocoles d'accès plus stricts au plateau, menant au système moderne de badge adopté par les grands studios. Bien que Laird ne soit jamais réapparu, Douglas a gardé la bobine de respiration verrouillée dans son bureau à domicile, un rappel sur celluloïd que l'obsession peut s'intégrer dans n'importe quelle intrigue. Correspondante du palais de Grace Kelly, année 1960. Devenir princesse de Monaco en 1956 n'a pas épargné Grace Kelly de la fixation de style hollywoodien. En 1962, les trieurs de courrier du palais séparaient les lettres de fans habituels d'une série particulière de Polaroid montrant ses enfants, Caroline et Albert, jouant dans le jardin privé des Roses. Chaque photographie portait des notes minutieuses. Sourire trop forcé. Posture correcte. Signé, le sujet. La Sûreté publique de Monaco installa des caméras à déclenchement infrarouge et captura bientôt des images d'une silhouette masquée, escaladant le mur de la falaise à 2 heures du matin, installant un trépied près de la fenêtre de la nurserie. L'intrus a échappé, mais les enquêteurs ont remonté la piste de la pellicule jusqu'à un étudiant en photographie qui avait abandonné sa résidence universitaire à Paris la semaine du mariage de Kelly. Son vrai nom n'est jamais apparu. Ses camarades de classe le connaissaient seulement par un surnom, le chercheur. En 1964, les gardes ont découvert un pain creux abritant une caméra, alimentée par batterie dirigée vers la pelouse du palais. Kelly a commandé du verre par balle pour les chambres des enfants et a restreint l'accès au jardin. Les photos ont cessé, et pendant près de 2 décennies, l'affaire est restée inactive. Puis, le 14 septembre 1983, un an après l'accident de voiture mortel de Kelly, le secrétaire du prince régnier a reçu une enveloppe contenant des images numérisées du même jardin, maintenant vide. Une seule ligne disait « Aucun sujet ne vaut la peine d'être photographié ». Les techniciens ont retracé les tirages numériques jusqu'à un mini-laboratoire français précoce, mais n'ont trouvé aucun registre d'acheteurs. Le palais n'a jamais commenté publiquement, et le dossier est resté scellé dans les archives de Monaco. Les guides touristiques désignent encore la clôture renforcée du jardin de roses, un témoignage silencieux d'un voyeur dont l'objectif a traversé 2 générations royales. Silent Partner de Sammy Davis Jr., année 1960. En mars 1964, les répétitions pour le nouveau numéro de Sammy Davis Jr. au Copa Room se sont interrompues lorsque les machinistes ont remarqué un homme mince portant des lunettes de soleil miroir, suivant la chorégraphie de Davis depuis les coulisses. La sécurité l'a escorté dehors, mais il revenait chaque nuit, parfois au premier rang, parfois en coulisses, partant toujours avant d'être identifié. Davis l'a surnommé Monsieur Rivers parce qu'il reproduisait chaque pas de tape avec le pied opposé. Les ingénieurs du son ont découvert plus tard des enregistrements pirates envoyés à Davis. Ces bandes de performance étaient ralenties à moitié vitesse. Sous le bruit, une menace chuchotée a émergé. « Je suis votre meilleur public ». Les enquêteurs ont retracé les cachets postaux jusqu'à Reno, Phoenix et San Diego, suivant l'itinéraire de la tournée de Davis comme un roadie fantôme. Davis a confronté la figure après un spectacle à San Francisco. L'homme a disparu dans les ombres de l'allée, laissant une pancarte en carton indiquant « Toujours à l'écoute ». Des détectives privés ont identifié un ancien danseur de vaudeville nommé Raymond Wolf, dont la carrière s'est arrêtée après une blessure à la cheville. Les registres d'hôtel ont confirmé que Wolf s'était enregistré dans des lieux correspondant à l'itinéraire de Davis sous des pseudonymes comme Tap Fan ou Audience On. Une ordonnance restrictive a été émise, et la sécurité du casino a diffusé la photo de Wolf. Lors de la soirée d'ouverture du spécial CBS de Davis en 1966, les lumières de la scène ont surpris Wolf perché sur la passerelle, tenant une partition manuscrite intitulée « Sammy et moi ». Les gardes l'ont arrêté. Pas d'armes, seulement des chaussures de claquettes accrochées à sa ceinture. Un juge a ordonné un traitement psychiatrique et lui a interdit l'accès au théâtre à l'échelle nationale. Davis a installé des détecteurs de mouvement autour des scènes futures et a popularisé l'utilisation de laissez-passer laminés en coulisses. Plus tard, il plaisantait en disant que Wolf ne ratait jamais un coup, mais ses camarades de groupe remarquaient que Davis scrutait le balcon avant chaque levée de rideau, écoutant les pas qui pourraient faire écho aux siens. Doris Day's Dog Napper, année 1950. Le 8 juin 1953, le collègue de Doris Day, Mr. Banks, disparut de sa cour à Benedict Canyon. 48 heures plus tard, un colis arriva contenant des polaroïdes du chien assis sur un plateau de tournage sombre. Clap contenant. Scène 1. Notre film. Le kidnappeur exigea Da.
joué dans un scénario original intitulé « La chanson dans mon cœur », où la prochaine bobine se termine mal. L'agent du FBI, Theodore Graber, a coordonné avec le dresseur d'animaux du studio Frank Witherwax, identifiant la scène comme étant le lot C, fermé d'Universal. Les agents ont surveillé l'entrepôt, mais n'ont trouvé que des boîtes de films abandonnées. Une semaine plus tard, M. Binks est revenu sur le porche de Day, avec une partie d'une oreille manquante. La pointe coupe est enfermée dans une boîte en métal de 35 mm estampillée, prise 2. L'analyse de laboratoire a associé les empreintes digitales à Victor Lassiter, un ancien soigneur d'animaux licencié pour faute professionnelle. Les unités de surveillance l'ont localisé, vivant dans un camion d'accessoires abandonné sur le terrain arrière d'Universal. Lorsque les autorités sont intervenues, elles ont découvert Lassiter décédé, aucune trace suspecte n'étant évidente. À l'intérieur du camion, un storyboard représentant Day et Mr. Binks co-vedette dans une comédie musicale Technicolor. Day, accablé de chagrin, a fondé la Doris Day Pet Foundation en 1957, transformant la peur en plaidoyer. Elle a refusé d'autres animaux de compagnie, expliquant que l'amour est une laisse dans les deux sens. Le dossier FBI DD-11 indique que l'affaire est classée, mais les historiens débattent de savoir si Lassiter a agi seul. Certains membres de l'équipe se souvenaient d'un second soigneur non identifié qui avait quitté le plateau quelques jours avant le sauvetage. Quoi qu'il en soit, l'oreille taillée de M. Binks est devenue un symbole sur le logo de la fondation, preuve émouvante d'une dévotion égarée. Mirrorman de Montgomery Clift, année 1950. En octobre 1954, Montgomery Clift a reçu un poudrier Max Factor, emballé contenant sa propre poudre à visage, sculptée en un masque hurlant. Une note disait « Nous nous ressemblons, mais je suis plus courageux ». Quelques jours plus tard, un deuxième poudrier est arrivé, cette fois-ci avec la poudre arrangée en un sourire serein. La gouvernante de Clift a commencé à trouver des empreintes sur le toit de la maison de ville et des mégots de cigarettes près des lucarnes. Le point tournant est survenu lorsque Clift a ouvert sa garde-robe pour découvrir un mannequin taillé à ses mesures exactes, vêtu d'un smoking abandonné, après tant qu'il y aura des hommes. Son visage en porcelaine, non peint, portait des lignes directrices tracées au crayon, correspondant à la structure osseuse de Clift. Le détective privé Jack Basso a retracé les récents achats de mannequins jusqu'à Arthur Bledsoe, une doublure renvoyée de The Heiress, après avoir affirmé qu'il pouvait remplacer Clift avec de la pratique. Basso a confronté Bledsoe, mais sans menace tangible. Le LAPD a refusé l'arrestation. Clift a engagé 2 ex-marines pour assurer la sécurité 24 heures sur 24, mais des apparitions d'une silhouette en imperméable persistaient devant sa résidence de la 61e rue. Un garde a signalé que la silhouette imitait la claudication de Clift, une blessure de son accident de voiture de 1956, puis disparaissait dans Central Park. Bledsoe a disparu en 1959. Sa chambre louée a révélé des croquis du visage de Clift fusionnés avec le sien. Le mannequin était entreposé dans un entrepôt pour disparaître ensuite de l'inventaire après la mort de Clift en 1966. Des amis ont rappelé que Clift couvrait les miroirs de papier journal et dormait avec les lumières du couloir allumées, non par vanité, mais par crainte de voir son double. La biographe Patricia Bosworth a écrit plus tard que l'homme dans le miroir reflétait chaque insécurité que Clift portait. Un harceleur qui utilisait la ressemblance comme une arme jusqu'à ce que l'acteur puisse à peine se reconnaître. L'appel de minuit de Tallulah Bankhead, années 40. Tallulah Bankhead aimait choquer, mais même elle pâlissait quand le téléphone sonnait chaque nuit entre minuit et 2 heures du matin. Une voix masculine récitant des extraits de journal intime qu'elle avait rédigé quelques heures auparavant. Les enquêteurs ont découvert un dictographe caché sous la chaise longue de sa loge à Broadway, connecté par la trappe de la scène à un raccord électrique. Les registres de paie de Playbell montraient qu'un électricien avait été embauché sous le pseudonyme Edward Corey, absent depuis la paix. Le siège psychologique s'est intensifié lors d'une matinée de The Little Foxes, lorsque Bankhead est revenu pour trouver un masque de cire de son propre visage fixé au miroir de la coiffeuse, une seule larme peinte sur la joue. Elle a crié, attirant les machinistes qui ont poursuivi un homme en salopette dans la foule de Times Square. La police de New York a retracé le masque jusqu'à un magasin de nouveautés qui a vendu 2 de ses articles, l'un à Corey, l'autre à un acheteur inconnu. Le producteur de Bankhead a engagé des gardes armés et a refait le câblage du système téléphonique du théâtre. Des semaines plus tard, un colis est arrivé, contenant un script inachevé intitulé « Sa voix secrète », volé du bureau fermé à clé de Bankhead et annoté avec des changements plaçant l'héroïne face à un narrateur de l'ombre. Corey n'a jamais été localisé, et le représentant syndical,
Les archives n'offraient pas de véritable identité. Bankhead gardait le masque de cire dans un tiroir en cèdre, le sortant parfois lors de cocktails pour prouver son histoire. Bien qu'elle plaisantait publiquement, « J'adore un auditoire captif, mais un à la fois, chérie », les membres de l'équipe remarquaient qu'elle demandait que les lumières de la salle soient allumées avant le salut final, scrutant chaque visage avant de lancer son baiser signature. La morsure d'amour d'Elizabeth Scott. Les années 1940. La reine du film noir de Paramount, Elizabeth Scott, se réveilla un matin de juillet 1947 pour découvrir sa thé d'oreiller ivoire parsemée d'anneaux rougeâtres. Un médecin du studio confirma qu'il s'agissait de véritables ecchymoses transférées sur le tissu, parfaitement circulaires, correspondant au contour d'une boucle d'oreille en diamant manquante de l'inventaire de la garde-robe. Au cours des semaines suivantes, des marques identiques apparurent sur des combinaisons en soie, des gants, même sur la banquette arrière de sa Packard. Des notes suivaient. La pratique rend parfait. Le capitaine de sécurité Eddie Manning retraça la boucle d'oreille volée jusqu'à Harold Fenwick, un client licencié des mois auparavant pour avoir dérobé des bijoux. Scott a installé des caméras de cinéma, Bell & Howell, cachées dans les conduits d'aération. Le 14 août, le film a capturé Fenwick rampant à travers une fenêtre de la buanderie à 3h11 du matin, appuyant la boucle d'oreille sur les bas en soie de Scott et embrassant l'empreinte. Le LAPD l'a arrêté avec une valise contenant des moulages en plâtre de ses empreintes de rouge à lèvres et un registre intitulé « No Scène », détaillant des rendez-vous imaginaires. Fenwick a plaidé sans contester pour cambriolage et a purgé 2 ans. Les dirigeants du studio ont étouffé l'affaire, mais Scott a réutilisé les preuves comme recherche pour son thriller de 1949, Too Late for Tears, demandant au maquillage de reproduire le motif des ecchymoses sur un personnage victime. Elle gardait la thé d'oreiller originale encadrée derrière du verre, expliquant à ses amis que les ombres du film noir n'étaient pas confinées à l'écran. Elle pouvait se glisser sous une fenêtre de chambre avec un bijou volé et laisser une carte de visite en cramoisi. Jane Wyman's Puppet Master, année 1950. En 1956, le service du courrier de Jane Wyman a signalé une caisse en bois adressée par Anonymous Crafts. À l'intérieur se trouvait une poupée grandeur nature, reproduisant Wyman jusque dans les taches de rousseur et la coiffure. Ses yeux en verre étaient reliés à des servomoteurs, la bouche connectée à un récepteur radio qui s'activait dès que la voix de Wyman atteignait un certain décibel. Lors des disputes avec son mari de l'époque, Ronald Reagan, la bouche de la poupée bougeait de manière inquiétante, répétant certaines phrases. Des ingénieurs électriciens ont retracé la fréquence de l'émetteur jusqu'à un bungalow à Benedict Canyon, loué sous le pseudonyme de John Smith. Les équipes du raid du LAPD ont trouvé la propriété abandonnée, mais remplie de plans de la maison de Wyman, de schémas pour une seconde poupée, étiquetée Ronnie, et d'entrées de journal détaillant le projet de remplacer les originaux. Les empreintes digitales correspondaient à Martin Greaves, un concepteur de décors télévisuels licencié, après un comportement erratique sur General Electric Theatre. Greaves a disparu pendant des mois, jusqu'à ce que la sécurité l'aperçoive rôdant près de la porte 2 de Universal. Il s'est échappé, laissant derrière lui une boîte à outils contenant des microcassettes du rire de Wyman. Une ordonnance restrictive a été émise, et Reagan, nouvellement intéressé par la politique, a organisé des patrouilles de style Secret Service. La poupée, surnommée Jane 2.0, a été démontée et enterrée dans le jardin de Wyman après son divorce en 1965. Greaves n'a jamais été appréhendé. Certains membres de l'équipe affirment qu'il a envoyé un dernier colis en 1970, une paire d'yeux de poupée et la note « Je regarde de l'intérieur ». Wyman a fait don des fragments de la caisse au Hollywood Heritage Museum, stipulant qu'il ne soit jamais exposé près des miroirs. Un clin d'œil superstitieux au marionnettiste qui avait essayé de scénariser sa vie avec des ficelles que lui seul pouvait voir. La double menace de Joan Fontaine, 1940. Pendant le tournage de Soupçon d'Hitchcock en 1941, Joan Fontaine a commencé à recevoir des lettres de votre meilleur jumeau, critiquant sa performance ligne par ligne et prédisant un mariage avec son co-vedette Cary Grant, plus tard mise à jour pour Laurence Olivier. Les enveloppes contenaient des copies carbone du contrat RKO de Fontaine, avec les chiffres de salaire barrés et remplacés par des montants plus élevés, comme si renégociant en son nom. La sécurité du studio a découvert que la dactylographe juridique, Marjorie Latham, avait accédé à des fichiers confidentiels après les heures de travail. Confrontée, Latham a nié être l'auteur et a démissionné. Pourtant, les lettres se sont intensifiées, y compris une réplique faite main de l'Alliance de Fontaine, parfaitement ajustée, gravée des mots « Nous partageons tout ». Lorsque Fontaine l'a montrée à Olivier, il l'a rejetée comme une élaboration,
Farce préférée jusqu'à ce que Délice, sa fleur la moins appréciée, arrive chez eux avec la carte pour la veuve. Fontaine a engagé le détective privé Fred Otache, qui a suivi Latham jusqu'à une pension de Glendale. À l'intérieur, les murs étaient ornés de photographies en miroir de Fontaine, et Latham arborant des coiffures assorties. Les preuves étaient circonstancielles. La police a émis un avertissement, mais aucune arrestation. Fontaine et Olivier ont divorcé en 1947. Après quoi, une dernière lettre est arrivée. Tu as choisi la solitude plutôt que moi. Elle comprenait une photo de Fontaine marchant seule sur le terrain de RKO, datée de la veille après-midi. Preuve que la jumelle rôdait encore à proximité. Fontaine gardait une bague en double dans une pochette en velours, l'exhibant parfois lors d'interviews comme « la lettre d'amour la plus étrange que j'ai jamais reçue ». La localisation ultérieure de Latham est tombée dans l'obscurité, laissant les historiens débattre si l'obsession l'a poussée à se cacher, ou si, dans un coin tranquille de Los Angeles, elle éditait encore des scénarios mettant en scène des héroïnes jumelles et des destins partagés. La collection de clés d'Olivia de Havilland, année 1940. Olivia de Havilland a remarqué la première clé manquante en mars 1946, lorsque la serrure de sa porte d'entrée s'est bloquée, pour retrouver la clé dans sa boîte aux lettres quelques jours plus tard, attachée à un plan dessiné à la main de sa maison dans les Hollywood Hills. Pendant plus de 2 ans, 8 serrures distinctes ont été remplacées, après des intrusions nocturnes qui n'ont volé aucun objet de valeur, mais laissé des clés manquantes et des plans de plus en plus détaillés, chacun mettant en évidence des rénovations récentes. Le dossier du FBI numéro OH22 documente l'installation par de Havilland d'une pièce de panique doublée d'acier en 1948. En moins d'une semaine, une petite enveloppe est arrivée contenant la toute nouvelle clé de la chambre de panique, et la note « Nulle part n'est sûr ». Les agents ont relevé des empreintes. Aucune. Les caméras de surveillance n'ont capturé que des chats du quartier. Les factures du serrurier ont révélé que quelqu'un avait acheté des duplicata en utilisant des lettres d'autorisation falsifiées. L'actrice a déménagé dans un appartement sécurisé à Paris en 1955, mettant fin aux échanges de clés. En 1999, elle a fait don d'un bocal en verre, rempli des clés retournées au Hollywood Museum, l'étiquetant « Le prix de la vie privée ». Les conservateurs ont découvert une dernière clé inconnue au fond du bocal, sans étiquette. Les tentatives pour l'associer à une serrure connue ont échoué, suggérant que le collectionneur a laissé une énigme finale. Le cas reste non résolu. Certains théorisent un architecte mécontent, d'autres, un charpentier de studio passionné par le contrôle de l'espace. De Havilland a un jour réfléchi. Peut-être que c'était un artiste. Ma maison était sa toile. Un sentiment glaçant de la part de quelqu'un qui savait que chaque porte peut être ouverte si quelqu'un veut vraiment la clé. Le fantôme de la plaque d'immatriculation de Zsa Gabor, année 1960. Zsa Gabor a d'abord remarqué la Cadillac turquoise qui suivait sa limousine le long de Sunset Boulevard en 1962. La voiture gardait une distance courtoise, disparaissant chaque fois que les gardes du corps s'approchaient. Des semaines plus tard, à un feu rouge, Gabor ordonna à son chauffeur de confronter la filature. Ils trouvèrent le Cadillac au ralenti, siège du conducteur vide, moteur en marche, clé sur le contact. Le lendemain matin, un paquet est arrivé. La plaque d'immatriculation de la Cadillac montée dans un cadre en chrome gravé « Je serai toujours derrière vous ». Les archives du DMV retracent la plaque jusqu'à un vendeur décédé en Arizona, véhicule indiqué comme détruit. Pour la décennie suivante, Gabor et son personnel ont signalé des apparitions sporadiques de la même Cadillac, parfois derrière sa voiture, parfois stationné devant un hôtel, disparaissant toujours avant l'arrivée de la police. Le détective privé Milo Spirilio a organisé des surveillances, mais n'a capturé que des photos floues de feu arrière. Les mécaniciens qui ont examiné le véhicule abandonné ont noté un dispositif de rechange permettant de coincer l'accélérateur avec une tige métallique, permettant à la voiture de tourner au ralenti sans conducteur pendant de courtes périodes. À l'intérieur de la boîte à gants se trouvait une Polaroid de Gabor lors d'un gala de charité en 1958, entourée d'encre rouge. En 1975, Gabor a offert la plaque d'immatriculation à Johnny Carson pendant The Tonight Show, la qualifiant de sa malédiction hollywoodienne. Après l'enregistrement, la sécurité de NBC a trouvé la Cadillac turquoise, garée sur le parking de Burbank, le coffre ouvert, contenant un bouquet de roses fanées, et une note « Plaque rendue, poursuite terminée ». La voiture a été remorquée. Le propriétaire ne l'a jamais réclamée. Carson a plus tard exposé la plaque dans son bureau, avouant qu'elle lui donne toujours la chair de poule. Pour les collectionneurs, c'est un souvenir. Pour Gabor, c'était
C'était la preuve que parfois le rétroviseur montre plus que le trafic. Il montre la persistance sur 4 roues.